Bonjour à tous, bienvenue sur le Sideline. Aujourd'hui, on a eu la chance de parler avec Sacha Gavami, qui est avocat, agent d'athlète professionnel et président de VAS. Vous reconnaissez probablement son nom parce que c'est un agent d'athlètes très populaire au Québec, dont Anthony Auclair, Ryan Hunter et Laurent Duvernay-Tardif. Aujourd'hui, on a parlé de vraiment plein de choses avec Sacha, mais entre autres, c'est quoi le rôle d'un agent sportif? C'est quoi sa mission? Qu'est-ce qu'il peut apporter aux athlètes? Ouais, fait que dans le fond, si pour vous, avoir un agent, si vous vous posez la question, c'est quoi que ça peut me porter, à quel moment je devrais avoir recours avec un agent, comment j'ai recours avec un agent, puis aussi, VAS, dans le fond, la compagnie de Sacha Vision avant et après sport. Si vous posez des questions sur ça, c'est un épisode qui est fait pour vous. Donc, Bonne écoute! Salut, ici Karianne Driade, étudiante en médecine. Et Dr. Marie Lénaud, orthopédiste spécialisée en médecine du sport pédiatrique. Bienvenue pour un nouvel épisode du Sideline, Votre référence en médecine du sport. alors que tu sois au repos ou à l'entraînement. Bonne écoute! Bonjour Sacha, bienvenue sur le Sideline. Ouais, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment content de t'avoir aujourd'hui avec nous. En général, on demande toujours à nos invités de se présenter, de nous parler un petit peu de leur parcours, de ce qu'ils font dans la vie. Ouais, ça va être un peu long pour moi parce que c'est un peu compliqué, mais dans le fond, Sacha, je suis avocat de formation. J'ai étudié à l'Université de Montréal en droit. J'ai gradué en 2013, mon barreau en 2014. J'ai fait 4 ans de litige fiscal de 2015-2019 et depuis 2019, je suis à mon compte où je fais plus du droit, je vous dirais, commercial, corporatif, immobilier, plus la négociation aussi, ce qui est quand même fait un parallèle avec mon autre métier qui est agent d'athlète au niveau du football professionnel. Je suis agent d'athlète au football depuis 2013. Mon premier client qui a déjà été à ce podcast aussi, c'est Laurent Duvernay-Tardif, avec qui j'ai travaillé, même encore à ce jour, mais dans le football depuis de 2013 à sa retraite l'automne dernier, en septembre 2023. Puis depuis ce temps-là, j'ai pu grandir ça un peu avec d'autres athlètes, principalement des étudiants athlètes, des joueurs de foot du Québec universitaires, qui ont joué autant dans la NFL que la Ligue canadienne de football. Donc des gars comme Anthony Auclair, Mathieu Betts, Marc-Antoine Decoy, Pierre-Olivier Lestage, Ryan Hunter. Bref, à peu près une trentaine de joueurs présentement dans mon actif que je représente. Et aussi, j'ai parti d'une entreprise avec ma mère qui s'appelle VAS Recrutement Universitaire, où est-ce qu'on accompagne les étudiants athlètes, autant les gars que les filles, dans tous les sports qui aspirent à aller vers le sport universitaire. Beaucoup aux États-Unis, la NCAA, et aussi au Canada. Donc, ça me permet de rester dans le monde du sport, mais dans un contexte beaucoup plus académique. Je dis souvent la même phrase, j'utilise ton sport comme levier pour atteindre des hautes études. Fait que ça te permet de faire ça, puis... Dernière affaire, Laurent m'a embarqué dans son projet familial des boulangeries il y a 3 ans. La boulangerie Le Pain dans les Voiles, qui a maintenant 4 boulangeries à Montréal, à Villeray, à Saint-Hilaire, à Saint-Bruno, puis à Blainville. Puis on a racheté ça de ses parents qui voulaient aller à la retraite, donc qui ont transmis ça à Laurent et il s'est joint de s'associer pour se lancer dans ce projet-là. Donc, la question qui tue, Sacha, Ouais. Est-ce que tu dors la nuit? Je dors. Je pense que ce que j'aime, j'ai fait plusieurs choses, mais c'est que j'ai jamais aimé vraiment la routine. Il y en a qui aiment ça. Moi, j'aime que les journées ne se ressemblent pas. Fait que ça fait en sorte qu'il y a certaines journées que je vais faire un peu plus de droit, d'autres journées je vais faire beaucoup plus de foot, d'autres journées plus de boulangerie. Puis ça me permet de travailler différents dossiers. Fait que c'est jamais plate. Puis t'as jamais l'impression vraiment que t'es dans quelque chose de je dois changer, parce que tu crées un peu ton propre écosystème à ce niveau-là. Puis est-ce que ce parcours-là, tu as commencé à nous en parler à partir de l'université, des études en droit, mais est-ce que c'est quelque chose que tu te voyais faire depuis vraiment longtemps? Comment t'es arrivé à Ouais. ça? Tu sais, il y en a qui rêvent d'être joueur de foot professionnel ou joueur de hockey professionnel. Moi, c'était d'être agent de joueur. C'était ça ton rêve? Ouais. J'avais peut-être 10 ans que j'ai découvert ce métier-là parce que j'étais comme un vrai geek du sport. J'écoutais toutes les nouvelles sportives en rafale à la télé le matin. Puis, moi, je joue au tennis quand j'étais jeune. J'ai joué au tennis de l'âge de très jeune jusqu'à 18 ans, compétitionné au niveau provincial, surtout un peu national, un peu en Europe. Puis, j'avais quand même assez jeune que je voulais pas donner joueur de tennis professionnel. J'aimais ça, mais pas prêt à faire. Je trouve ça vraiment impressionnant, en fait, les sacrifices que les joueurs y font. Les joueurs y font aussi pour pratiquer le sport. Mais j'ai découvert le métier d'agent assez jeune. Puis j'ai vu comme, ça combine. T'es dans le sport, mais tu gères le côté plus business à l'extérieur du terrain, sur la glace.
Ça, j'aime vraiment, vraiment ça. Puis depuis, même avant que je rentre au secondaire, 10 ans, 11 ans, c'était là que je sais que c'était ça que je voulais faire. Puis je pensais jamais le faire, mais bon, ça a fonctionné. C'est vraiment intéressant. Mais c'est ça, mais moi, je trouve comme à 5-10 ans, mais moi, à 22 ans, je suis pas certaine de savoir c'est quoi le rôle d'un agent. Est-ce que je suis quand même étonnée de voir que tu savais ça aussitôt? Est-ce que tu peux m'éclairer c'est quoi que ça fait un agent, puis c'est quoi son rôle justement avec les athlètes? Ouais, ben il est assez vaste. Puis je pense qu'une façon très simple de le décrire, c'est qu'on est là pour aider les athlètes professionnels dans tout ce qui est à l'extérieur du sport, du terrain ou de la glace. Donc, les gens, ils savent que les agents font les négociations de contrat, mais la négo de contrat est une très petite partie de ce qu'on fait parce que c'est pas... Une négo de contrat va durer peut-être quelques jours, quelques semaines, des fois quelques mois, mais sur une carrière complète d'un athlète, ça arrive à des moments ponctuels. C'est beaucoup aussi un support psychologique, un guide aussi dans certaines démarches. T'sais. Moi, avec le foot, je recrute les joueurs, ils signent avec moi avant le repêchage. Fait qu'on les guide sur un plan d'entraînement, de développement, en vue de maximiser les résultats au niveau de leurs tests physiques qu'ils vont faire devant les recruteurs, des différentes étapes qu'ils vont suivre avec en vue du repêchage. Puis là, ben, tu rentres dans une équipe, mais là, tu signes ou tu es repêché, peu importe, mais après ça, comment tu fais naviguer à travers ça? Fait aider mettre en contact les bonnes personnes pour la fiscalité, la comptabilité. Tu sais, la fiscalité, quand tu es un résident américain, mais qui est citoyen canadien, compliqué. Ouais. Tu sais, il y a toute une démarche à réfléchir, là. Puis c'est juste d'encadrer les athlètes avec les bonnes ressources pour les aider à que l'impact à l'extérieur du terrain soit minime puis qu'ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils font sur le terrain. Sur le sport. Ouais. Puis mettons, là, de ce que je comprends, tu es avocat, tu as passé ton barreau. Est-ce que c'était un préalable justement à être agent ou tu aurais pu nécessairement directement être agent? Ça dépend des ligues. Fait que chaque ligue a son processus de certification. Fait que dans la NFL, exemple, pour être certifié, c'est assez compliqué. Il faut que tu sois soit membre du barreau ou que tu aies une maîtrise. Donc, moi, dans mon cas, j'étais membre du barreau, mais là ça donne l'éligibilité d'être certifié. Oui. Fait que ce qui arrive après, c'est que là, tu appliques, tu as comme un mois dans l'année où tu peux appliquer, puis là, ils te prennent ta candidature, mais là, il faut que tu aies passé un examen. Puis le taux de passage est assez bas. On parle d'un taux de passage d'à peu près 40 %. Fait que tu as un livre, genre, à étudier. C'est la convention collective et tous les règlements connexes. Fait que là, moi, j'ai fait... Dans le fond, j'ai passé mon barreau en 2014, j'ai appliqué en 2015 dès que je pouvais. Puis j'ai passé mon examen de la NFL en juillet 2015 à Washington, D.C. Et j'ai eu la note que j'ai réussi parce que la note de passage est 75 %. OK. Fait qu'il faut que tu aies 75 % ou plus pour le réussir. Ça, c'est un examen pour être agent pour la NFL. Ouais. Donc, mettons, je suis un jeune athlète, puis je fais de la gymnastique, est-ce que n'importe quel agent pourrait me représenter ou il y a vraiment des agents qui se spécialisent dans certains sports? Ça dépend. Tu sais, je pense moi, j'en connais des agents de tous les domaines. J'en ai dans la Ligue nationale de hockey. Le processus de certification est différent. Au hockey, c'est un joueur de hockey qui dit « Moi, je veux que tu me représentes ». Je pense que c'est pas mal ça qui est requis pour être un agent certifié. Ça prend un joueur actif qui dit « Je veux qu'il me représente ». OK. Baseball, basket, ça va être... C'est tout régi par les syndicats des joueurs. Donc, la MLBPA, pardon, la NBA, la NBPA. Donc, ultimement, ce qui arrive, c'est que on s'adapte aux différentes ligues. Il y a des agentes qui font que des sports olympiques. OK. Fait que ça, c'est beaucoup parce que ça, c'est énormément de recherche de commandite. Mm-hmm. Les agents d'athlètes olympiques, leur focus, c'est surtout trouver les fonds pour les athlètes pour qu'ils puissent s'entraîner puis réussir. T'sais. OK. Donc, pour un jeune, dans le fond, c'est un petit peu de trouver un agent ou une agente qui a une spécialité dans ce sport-là, qui connaît un peu les... Puis il y en a qui vont faire plusieurs. Je veux dire, il y a quelqu'un viendrait demain matin et me dirait « Je veux que tu t'occupes du hockey ». Je veux dire, quand je commence dans le foot, je connaissais même pas le coach de foot secondaire à côté de chez nous. Là, puis, fait au final, tu peux l'apprendre. Je pense que c'est beaucoup plus important, selon moi, de te joindre à quelqu'un en qui tu as confiance, qui a une bonne relation, puis qui travaillante, puis qui peut t'aider à aller plus loin. Puis ça, justement, pour les jeunes... on parlait avant qu'ils soient repêchés, tout ça. Est-ce que c'est les jeunes qui doivent aller vers les agents ou ils attendent qu'on vienne les voir? Bien, c'est sûr que les bons joueurs, c'est les agents qui vont vers eux, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt, puis il y a beaucoup de demandes, puis tu te fais recruter au final. OK. Mais toi, tu vas pas t'asseoir dans les gradins puis tu regardes les...
Ben non, parce que je me fie beaucoup plus aux opinions des recruteurs. Fait que les recruteurs vont me dire... Tu sais, moi, des fois, je vais leur demander qui vous voyez comme étant des bons joueurs cette année, ils vont me donner, puis là, moi, je vais les contacter. Puis c'est important que ce soit un bon fit en termes de personnes, là, pas juste... oui, le joueur il est bon, mais il faut que ça soit aussi une relation que tu vois durer dans le temps puis que ça clique. Puis est-ce que des fois, il y en a qui viennent directement eux-mêmes te voir? Oui, ça arrive, puis tant mieux. En soi, ça arrive ça plus souvent, mais ça reste que aussi, puis avec raison, les joueurs, ils veulent prendre des décisions parce qu'il y a des bons agents, il y en a plusieurs, puis là, tu prends des décisions sur lesquelles tu vois le meilleur fit pour toi. OK. Puis ça, c'est justement, chez un jeune, il n'y a pas vraiment de contrat négocié ou il n'y a pas de... C'est encore... À partir de quel âge on prend un agent, en fait? Ben, c'est une bonne question, puis encore, ça dépend des sports. T'sais, moi, au foot, ce qui est le fun, c'est que les joueurs se font recruter plus tard. Fait que, moi, je vais recruter des joueurs de foot dans leur 3e année universitaire, à peu près. Ça, c'est le fun, parce que tu parles avec des gars qui sont plus matures, c'est des adultes, des jeunes adultes, qui sont capables de prendre des bonnes décisions ou du moins réfléchir par eux-mêmes. Au hockey, c'est un autre monde. Les joueurs se font recruter à 13, 14 ans, 15 ans. Puis là, c'est souvent les parents que tu recrutes. Puis c'est comme compliqué à naviguer à travers ça. Puis ça, ils se font recruter comme pour aller dans la NCAA? Ou... Junior majeur, beaucoup. Parce que le repêchage junior majeur, il est à 15-16 ans. OK. Après ça, le repêchage NHL, il est à 18 ans. Fait que versus la NFL, le repêchage est plus à 22 ans, 21, 23, dépendamment. Fait que c'est après avoir fait 3 années d'université que t'es repêché dans la NFL. Fait que c'est quand même plus long. Puis est-ce que t'as comme pas le choix d'avoir un agent pour être repêché? Non, tu pourrais le faire sans. Je pense que moi, j'ai toujours dit la même chose. Si t'as un agent, l'impact que l'agent va avoir sur le repêchage, moi, je constate qu'il n'est pas élevé. Des fois, il y a certains cas que tu peux voir des histoires que ça a été utile, mais en la majorité des cas, il n'est pas très élevé. Mais où ce que c'est utile, selon moi, c'est le processus est quand même très exigeant, très intense. Puis d'avoir quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là puis qui fait ça régulièrement avec d'autres athlètes, ben c'est quelqu'un qui sait à quoi s'attendre, qui a un meilleur contrôle de la situation, qui peut donner des cues, qui peut t'offrir un peu cette... donner un peu des trucs. Ouais, et puis un peu une certaine forme de réconfort, tu sais, que tu as quelqu'un qui est habitué de passer à travers ça, parce que un joueur passe à travers un processus de repêchage, tout est nouveau. Puis souvent, ben, les joueurs passent d'être le meilleur dans leur équipe à parmi la masse des bons joueurs, puis on sait pas où ils vont sortir, puis psychologiquement, comment naviguer à travers ça. Tu sais, la question de tantôt, qu'est-ce qu'un agent fait, tu sais, moi, je crois beaucoup dans créer un entourage, fait que tout ce qui est entraînement physique, entraînement mental, nutrition, d'avoir les bonnes ressources pour aider les athlètes à travers tout ça. OK, ouais, c'est vraiment beaucoup d'infos sur... Mais je pense que je comprends aussi ton chapeau d'agent, là, puis on a aussi... Ben, en fait, t'as mentionné aussi la compagnie... attends, excuse-moi, c'est... VAS, recrutement universitaire, ouais. C'est ça. Fait que, mettons, est-ce que ça, c'est différent, justement, de ton rôle d'agent? Ou ça, c'est... OK, fait que est-ce que tu peux aussi nous en parler un peu plus? Oui, ben, c'est un beau projet qu'on a lancé, en fait. L'histoire de tout ça, c'est que mon frère, mon petit frère, dans le fond, c'était un très bon joueur de tennis à l'époque. Puis il y a eu plusieurs offres d'aller jouer universitaire américain. Et ma mère l'avait aidé dans le processus à l'époque, puis elle avait compris un peu les équivalences. Parce qu'il faut comprendre qu'au Québec, notre système d'éducation est différent de partout en Amérique du Nord. Tu sais, on n'a pas de secondaire 6, puis on a du cégep. Puis c'est en français. Ouais. Fait que ce qui arrive, c'est toutes les équivalences de crédit, les accréditations, c'est ça que des fois, les gens ne savent pas comment ça marche. Fait que ma mère avait aidé mon frère, puis entre-temps, ben, elle avait découvert, compris comment ça marchait, puis après ça, ben, elle avait aidé d'autres jeunes juste pour le fun. Puis moi, les gens me demandaient souvent, Sacha, tu veux aller dans d'autres sports, veux-tu représenter des joueurs de hockey, veux-tu représenter des joueurs de baseball? Je dis, je suis pas fermé, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aider les jeunes à aller combiner le sport et les études, parce qu'en Amérique du Nord, on a ces installations-là, on a cette structure-là qui n'existe pas en Europe vraiment, tu sais, de dire que tu peux aller dans une école, une université, même des écoles secondaires, puis tu peux pratiquer ton sport à très haut niveau et tu peux avoir des études de très bonne qualité, puis pas devoir choisir entre les deux. Ouais. Fait que ma mère qui avait développé cette expertise-là au niveau de la compréhension de la NCAA, moi qui travaille dans le monde du sport, mais je trouvais que c'était un bon fit. Fait qu'on a lancé l'entreprise ensemble qu'on a appelé VAS Recrutement Universitaire. Les gens me demandent souvent c'est quoi l'acronyme VAS, VA-AS, ben, c'est Vision avant et après sport. Puis l'idée, c'est d'utiliser ton sport comme levier pour atteindre des hautes études. Puis on travaille avec des jeunes. On a commencé en mai 2018, fait que ça fait un peu plus de 6 ans qu'on l'opère. Vraiment plus de bouche à oreille. Puis, on a au-dessus d'une 110 jeunes avec qui on a travaillé depuis le début. Près une 50-60 placés universitaires.
Ah ouais. Ouais. Puis ça, à partir de quel âge il faut commencer à penser, si on vise Ouais. à NCA, mettons? Moi, je suggère toujours, tu peux le commencer plus tard si tu veux, mais dans un monde idéal, mettons que tu te dis, garde, moi je suis prêt, secondaire 3 ou 4. OK. Parce que les notes pour les universités américaines commencent à compter à partir du secondaire 3. OK. Puis à quel point c'est important d'avoir des bonnes notes quand on vise la NCA? Ben, c'est que ça vient de sauver énormément d'argent. Tu sais, parce que les gens, ils sont comme, les universités américaines coûtent cher. Oui, c'est vrai que ça coûte plus cher qu'ici. Fait que, mettons, l'université américaine coûte 60 000 US par année. Mais le 60 000, il inclut ton logement, ta bouffe, ton sport. Fait que quand tu as des bonnes notes, puis même pas tant des, pour mettre ça en équivalent de France, au Québec, pas 95%, là, juste des notes bonnes, au-dessus de la moyenne, ben ça peut te donner des bourses qui varient entre 10 à 30 000 par année. OK. Pour ton Académique. volet académique. Ouais. OK. Puis en plus de ça, mais t'as les bourses athlétiques qu'on appelle. Que ça, c'est le coach qui gère ce budget-là. Fait que nous, nos jeunes, en moyenne, ils vont payer entre 0 et 25 000 US par année, mais tout inclus. Quand tu penses à ça, puis t'es un golfeur, t'es un joueur de hockey, ben quand tu compares des pommes et des pommes, oui, l'Université de Montréal, ça coûte moins cher, mais ton appartement n'est pas inclus, ta bouffe n'est pas incluse, Ah ouais. ton sport n'est pas inclus. C'est un bon point. Fait que là, quand les parents s'assoient puis ils font le calcul, ils font comme, hey, c'est pas mal ça qu'on paye habituellement. Puis tu sais, on a des athlètes qui ont été là pour gratuit ou comme 8 000 par année. Ou, OK. tu sais, un golfeur qui a une bourse, ça va coûter 8 000 par année. Golf inclus, voyage partout au travers les États-Unis. Puis, tu sais, c'est cool, là. Ouais. Ça, Puis c'est justement, comment on est recruté dans la NCA? Est-ce que les jeunes doivent envoyer des applications Mais c'est ce qu'on fait. partout? C'est ce qu'on fait. Fait que, tu sais, OK. puis nous, on n'est pas là juste pour pousser les jeunes aux États-Unis. Tu sais, on en a qu'on place au Canada aussi parce que le meilleur fit est au Canada. Tu as des bonnes universités au Québec, Ouais, dans le tout reste à du Canada. Fait que l'idée, c'est pas de dire pas aux États-Unis à tout prix. C'est juste prendre une décision éclairée selon les options qui sont devant toi. Mais nous, dans le cadre de ce qu'on fait, c'est qu'on va monter les dossiers des athlètes puis on va les envoyer aux universités. OK. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les universités, tu sais, à part peut-être le foot et le basket, les autres, ils n'ont pas vraiment de recruteurs. Tu sais, c'est les coachs, 1 ou 2 coachs, 3 coachs par équipe. Fait que c'est tough pour eux de recruter. Fait que quand on envoie des profils, ben ils aiment ça parce que ça leur amène des jeunes avec déjà des notes, tu sais, qui ont de l'allure, un bon niveau de sport, puis sont prêts à y aller, tout est monté. OK. Moi, fait que- de ce que je comprends, comme là, vous dites, là, mettons, OK, excuse-moi, Ouais, c'est correct. t'es un agent, puis là, tu fais aussi, mettons, avec VAS. Mais là, fait que là, VAS, c'est vraiment pas comme être agent. Fait que, Non. mettons, moi qui est un étudiant athlète secondaire 3, je pense aller dans la NCAA, je vais plus faire appel à VAS. Ouais. Mon agent, il m'aiderait pas nécessairement. OK. Est-ce que c'est comme quelque chose comme qui est restreint justement à la NCAA, veut pas d'agent, ou c'est comme... Ben c'est ça, parce que t'as pas le droit d'avoir d'agent pour la NCAA. OK, c'est ça. Fait que là, ce qui arrive, c'est que l'exception se situe à lorsque tu fais affaire avec un service qui est uniquement pour le placement universitaire. C'est ce qu'on fait. OK. Fait que moi, mon background légal, ces lumières-là m'allumaient avant de partir à la business, tu sais. Je me disais... Fait que j'ai réussi à parler au département légal, à l'NCA. Là, je dis, garde, je suis agent d'athlète au foot, je suis avocat, voici mon topo, je veux lancer cette entreprise-là, est-ce que je peux? Puis si oui, dans quel paramètre? Ils m'ont dit oui, mais selon tel paramètre. Fait qu'on le fait. Puis même, ils nous demandent des copies de nos ententes avec les athlètes pour voir que nos paramètres sont respectés, pour voir que, exemple, une chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est qu'on ne charge pas de pourcentage de la bourse. Nous, on charge un frais forfaitaire. OK. Tu sais, fait que ça montre que qu'on place ou qu'on place pas, c'est le même prix. Notre taux de succès de placement il est très bon. Mais si on place puis la personne a une bourse de 50 000 US par année pendant 4 ans, 200 000, ben on va pas dire, ben regarde, j'ai 10 de la bourse, donc 20 000. Tu sais, il y en a qui ont fait ça dans le passé. Fait qu'ils ont légiféré à c'est un frais forfaitaire. Fait que OK. c'est pas parce que je vais te chercher une meilleure bourse que je vais te payer plus. OK. Quand on vient à VAS pour être accompagné, est-ce que des fois, vous refusez des athlètes? Oui, ben, surtout, pas comme refuser parce que t'es pas assez bon. C'est surtout... C'est pas un fit, là, par exemple? Non, mais tu sais, ça m'est déjà arrivé, pas beaucoup, mais ils comprennent pas nécessairement l'importance de c'est quoi le sport universitaire. Fait que ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui joue au baseball 2 fois par semaine pendant 2 mois par année pour le fun, ben t'auras pas d'opportunité, tu sais. Parce que non, mais des fois, des gens m'ont posé la question, tu sais, non, tu sais, on le fera pas. Fait qu'on va pas prendre de dossier où ce qu'on voit qu'il y a aucun potentiel que ça arrive par les circonstances que je viens d'expliquer. Mais
ça me arrive quand même plusieurs fois qu'on a des jeunes qui commencent peut-être le sport tard. Mhm. Tu vois qu'ils ont encore une progression, un potentiel. Puis là, on dit, mais regarde, je regarde ton dossier, tu as 16 ans, il te reste encore 3 ans de développement. Division 1 aux États-Unis, je pense pas. Mais Division 2, Division 3, c'est envisageable. Voici à quoi ressembleraient les bourses potentiellement. Pas tant de garanties, ça t'intéresse-tu? Parce que si la personne est comme moi, c'est Division 1 ou rien, mais on n'aurait pas pris le mandat. OK. Je dis, oui, Je ça comprends. m'intéresse. OK. Donc, vous Puis- devez avoir les mêmes objectifs Ouais. que quelque chose de réaliste, Ouais. dans le fond. Ben oui, parce que tu veux pas créer de déception à la fin. Oui, je comprends. Puis on a parlé du volet académique qui est très important. Fait qu'il y en a sûrement qui viennent parce que nous, on envoie beaucoup des jeunes athlètes, Ouais. puis on voit à quel point les jeunes peuvent focusser juste sur le sport, Ouais. puis laisser un peu le volet académique Ouais. de côté. Si par exemple, il y a un athlète qui est très, très bon au sport, mais que clairement, il y a un déficit au niveau académique, c'est quoi les recommandations qu'on donne à ces jeunes-là? C'est juste, reste assis dans tes cours. Ma mère, c'est elle qui gère ça, puis je trouve qu'elle fait un super travail. Tu sais, il y avait des jeunes, à chaque dimanche, il fallait qu'ils envoient leur horaire d'études la semaine. Il fallait qu'ils lui envoient leur horaire d'études. Fait qu'elle recevait pas courir leur horaire d'études. Elle les suivait. Des fois aussi, il y a des cas, que c'est arrivé plusieurs fois, que tu vois que les jeunes travaillent fort, mais ça marche pas, mais ils ont jamais fait tester pour un TDAH. Ah ouais, OK. Tu sais, puis là, ben, il se fait tester, puis là, c'est comme, attends, TDAH, quand même sévère. On peut t'aider un peu. Puis là, ben, il se fait. L'étudiant reçoit un peu de médication, puis là, les notes font. Tu sais, il augmente. C'est la même personne, juste il y a un peu d'aide. Fait qu'il faut pas toujours médicamenter tout, mais il y a certaines situations que ça peut aider. Puis moi, je dis souvent, comme athlète, si tu veux aller loin dans ton sport, c'est facile de mettre du temps dans les choses que tu aimes. Mais le vrai test pour un athlète de haut niveau, puis là, on le voit avec les Olympiques qui se passent, c'est t'es capable de faire les choses que t'aimes pas avec le même effort. Pour le sport, Ouais. dans le fond. C'est ça. Ça t'ouvre des portes. Uh-huh. Tu sais, fait que surtout si tu viens d'un milieu avec moins de sous, moins de possibilités, mais si tes notes peuvent t'amener un 20 000 de plus de bourse, puis que, tu sais, nous, on a déjà eu un athlète, qui a eu 40 de bourse avec son sport, 40 de bourse en athlétique, fait qu'il restait juste 20 d'une facture de 50 000 US par année à payer. 10 000 US par année pour étudier puis pratiquer ton sport à haut niveau. C'est quand même pas C'est mal. Hein? quand même très intéressant, là. J'avoue. On a eu quelques athlètes qui sont venus sur le sideline puis qui ont parlé, qui sont justement allés dans la NCAA puis qui ont dit qu'une des choses qui ont été surpris avant de pouvoir y aller, ils avaient déjà été recrutés, tout ça, c'était le SAT, Ouais. le fameux test qu'il Ouais. faut faire pour pouvoir accéder là, Ouais. aux universités américaines. On recommande de se préparer ou de faire ça à quel moment dans le parcours? Secondaire 5, parce que tu veux avoir les notions mathématiques entrées. Là, le SAT, ça devient de moins en moins répandu parce que depuis la COVID, ils ont commencé à l'enlever de plus en plus comme prérequis. Fait que ça l'a aidé. Avant, c'était systématique, tous nos jeunes devaient le faire. Là, on en a moins qui le font parce que c'est moins requis par les universités. C'est intéressant Ouais, parce que ouais. ça devait faire partie des choses que tu Ouais. parlais tantôt, que tu sais, quand tu navigues dans ce parcours-là, il y a Ouais. comme des choses qui apparaissent que tu n'étais pas au Ouais. courant. Là. Puis mais la beauté du SAT, c'est que tu peux le refaire autant de fois que tu veux. Fait que tu le fais une fois. Moi, on recommande toujours de le faire 2 fois. Tu fais une première fois, si tu as une bonne note, tant mieux. Mais si tu penses que tu peux avoir mieux, essaie-toi une deuxième fois. Puis si tu as un 1350, c'est sur 1600 le réel examen. Puis après ça, la deuxième fois, tu fais 1450, mais peut-être que là, tu ouvres la porte à un Ivy League, un Harvard, un Cornell, un Princeton. Puis ça peut ouvrir des portes intéressantes aussi. OK. Pourquoi, justement, dans le réseau américain, que ce soit collégial, même professionnel, on voit pas tant de Québécois, pas tant de Canadiens? Est-ce qu'il y a une raison? Ben, on en voit de plus en plus, je pense. Puis je pense que justement, un des points qui était limitatif, c'était la complexité du processus. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, puis nous, on a des familles, souvent, nos clients qui viennent vers nous, c'est soit qu'ils savent que c'est compliqué puis ils veulent pas le faire, ils veulent que quelqu'un d'autre s'en occupe, ou ils l'ont essayé, ils ont vu que c'était trop compliqué, puis là, il faut le faire affaire à quelqu'un. OK. Fait que c'est beaucoup ça. Fait que c'est pas parce que les athlètes, les jeunes athlètes ici au Québec sont moins bons. Non, pas du tout. Pas du tout. Puis on le voit, tu sais, les athlètes qui sont partis, t'en vois de plus en plus à NCAA, regarde juste les Olympiques, t'en as quand même des athlètes québécois qui ont évolué dans les universités américaines, même les universités canadiennes. Fait que non, je pense que c'est juste une question de faire les efforts pour se faire découvrir, là. Une question qu'on a souvent pour les athlètes, c'est à savoir, est-ce qu'on devrait avoir un plan B? À quel moment on devrait se dire, OK, là, s'il y a quelque chose qui arrive, une blessure, juste pour pas arriver devant rien, dans le fond. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre counseling ou, tu sais, de dire, OK, regarde, là, tu sais, ça se peut qu'il arrive quelque chose? Ouais. Ben,
moi, j'ai toujours vu les études, on a souvent parlé des études comme étant le plan B des athlètes. Mais moi, je vais plus loin que ça parce que quand tu es un athlète, mettons que tu atteins le professionnel, puis on va y aller plus loin. Tu gagnes des dizaines, même des centaines de millions de dollars. Tu as assez d'argent pour le restant de tes jours, tes enfants, tes petits-enfants, etc. Mais par contre, le sport professionnel, la grande majorité, vont avoir une date de fin qui est beaucoup plus tôt que dans d'autres choses. Fait que les retraites au foot, dans la début trentaine, carrière moyenne de joueur de foot, c'est 3 ans. Fait que c'est pas très long. Hockey aussi, baseball, bref. Mais il y a beaucoup de problèmes de santé mentale pour les athlètes professionnels parce que quand ils prennent leur retraite, même s'ils ont plein d'argent, ils ont comme pas d'autres choses. Puis là, ben, tes journées sont vides. Là, tu t'ennuies. T'as pas vraiment d'identité. Puis il y a beaucoup d'athlètes qui passent à travers la dépression. Fait que moi, je le vois beaucoup plus comme une manière que, oui, ça peut agir comme ton plan B si ça fonctionne pas, mais je le vois aussi comme un aspect très important que même si ça fonctionne, t'as d'autres choses qui te permettent d'être plus que juste un athlète ou une athlète. Ne serait-ce qu'après ta carrière d'athlète. C'est tellement important parce que si tu développes d'autres passions, tu as d'autres choses qui t'intéressent, ben le post-carrière devient beaucoup moins difficile que si du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Donc, dès qu'on commence, dans le fond, de toujours garder un peu l'esprit ouvert, puis de voir si on a d'autres intérêts, puis ne serait-ce que l'école, parce que c'est la chose qui est facile, dans le fond, de continuer. Parce que les gens, ils pensent que dès que tu as beaucoup d'argent, ben la vie est réglée, la vie est parfaite. Puis c'est vrai que ça enlève un stress financier, chose que plusieurs personnes ont un stress financier dans la vie, mais la réalité, c'est que si t'as pas de purpose, tu te sens pas épanoui dans ce que tu fais parce que tu peux plus faire ton sport, ben mentalement, ça peut être extrêmement difficile. Ouais. Puis aussi, c'était quelque chose que, justement, on a reçu beaucoup souvent des athlètes, puis c'était quelque chose que, en fait, je suis une athlète universitaire, elle jouait au hockey, puis rentrée à l'université, ça fonctionnait pas vraiment comme qu'elle voulait, fait qu'elle a dû lâcher le hockey, puis elle disait, bon, je joue au hockey depuis que j'ai 9 ans. Ouais. Je me suis toujours décrit comme une athlète de hockey, puis là, à 20 ans, il faut que je suis qui à part une athlète de hockey. Fait que, tu sais, je peux même pas imaginer quelqu'un qui se décrit comme étant le joueur de hockey de la NHL, puis après ça, finalement, tu sais, il faut qu'il se décrit. Fait que ça, je trouve ça tellement intéressant. Puis est-ce que justement, ça rentre aussi dans le rôle d'un agent, ou l'agent est vraiment comme, il va être un peu moins présent à l'after, après? Non, le but, c'est d'être là pour aider dans l'après-carrière, dans la mesure que la personne veut ce conseil-là, puis veut l'aide, tu sais. Je veux dire, je pense que c'est là que le rôle de l'agent, c'est d'être sûr que tu peux saisir le type de personne qui est devant toi, tu sais, puis de pouvoir adapter ton plan de match, l'encadrement que tu offres en fonction de ça, je pense que ça peut être c'est super important, puis c'est ce que tu dois viser parce que chaque personne est différente. Fait qu'il y en a que ils vont avoir plein de projets, plein de plans, ils vont être corrects. Il y en a d'autres que tu vois qui sont super intelligents, mais ils vivent que pour leur sport. Mais tu sais que le risque va être peut-être plus là, post-carrière, tu sais. Je trouve ça tellement intéressant parce que justement, on parle souvent d'avoir un plan B pour les athlètes et tout. Mais toi, peu importe ce qui arrive, il faut quand même pas que tu définis comme. Faut tout le temps être un plan B parce que veux pas ta carrière va finir un jour. Fait que c'est de se décrire, avoir un autre comme un estime de soi autre que son sport. Ouais, puis, tu sais, en prenant l'exemple, c'est pas tant les études, mais au final, ça prend une intelligence d'affaires que tu développes aussi, je pense, dans un contexte universitaire. Ce que Travis Kelce et son frère Jason Kelce font aux États-Unis avec leur podcast. Je veux dire, Travis Kelce joue encore à un très haut niveau. Il est en couple avec une des personnes les plus populaires sur la Terre. Puis malgré ça, il y a un podcast en même temps que la saison de foot. Puis certains pourraient dire pourquoi. Ben, moi, je trouve ça génial parce que tu te diversifies dans d'autres choses que juste ton sport, dans quoi tu pratiques, que tu joues. Puis peu importe ce qui va arriver avec sa relation amoureuse ou ce qui va arriver avec son foot va finir à un moment donné, mais il développe autre chose qui lui permet d'avoir d'autres passions. C'est ça. Kobe Bryant l'a fait avant son décès. Il avait diversifié dans plein de projets. Puis je trouve que c'est des gens qui réussissent à mieux vivre leur après-carrière quand tu as des initiatives comme ça. Est-ce que tu le vois déjà chez les jeunes qui sont encore, mettons, à 12-13 ans, par exemple. Est-ce que tu vois comme deux types vraiment de jeunes, ceux qui sont super, tu sais, vus tunnellaires sur la carrière professionnelle versus ceux qui arrivent déjà à... Ben, on priorise, moi, je priorise beaucoup l'équilibre. Tu sais, des fois, les jeunes, ils me trouvent drôle parce que je suis comme, ben là, t'as gagné tel tournoi, tu sors, tu célébrer. Ben là, ben ouais, go. Amuse-toi.
Tu sais, je trouve ça important. Faut profiter. Faut des profiter. bons coups, là. Ouais. Tu sais, c'est ça qu'il faut faire. Il faut vivre les moments. Il faut apprécier là, ces éléments-là qui, selon moi, vont amener beaucoup. L'équilibre, je trouve, c'est une portion importante de ce que les athlètes font. Puis c'est correct d'avoir du fun, puis c'est correct, mais trop, c'est comme passer dans n'importe quoi. Ouais. Mhm. Mais nous, en fait, ce qu'on voit souvent, c'est pas l'après-carrière, mais c'est pendant la carrière de jeune Ouais. athlète, c'est les blessures. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand un jeune se blesse? Est-ce que pour toi, c'est la fin de sa carrière? Tu sais, comment c'est approché ça, justement, par un agent ou un accompagnant? Ben, au foot, c'est pas le bon sport pour pas avoir de blessures, là. Parce que ça arrive très En fait, souvent. il y en a beaucoup des blessures dans plein de sports. Ouais. Hein? Les jeunes sont super intenses dans un seul sport, puis on en voit de plus en plus des blessures. Donc, c'est hyper fréquent. Puis moi, par expérience, quand un jeune est là, puis toute la famille est là, puis on annonce la mauvaise nouvelle, la blessure, c'est tout l'équilibre familial qui tombe à l'eau. On dirait tout est orienté sur le hockey. Par exemple, là, on dirait qu'on vient de chambouler toute la famille au complet, puis... Ouais. Il y a quelque chose que je dis souvent aux athlètes quand ils se blessent, puis ils aiment pas ça entendre ça, mais je le dis tout le temps pareil, puis j'y crois. Je dis, même des blessures sérieuses où je dis, c'est vrai que ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire aussi. Puis ça, j'y crois. Tu sais, tu te blesses, c'est comme, je suis out 2 mois. Ah, c'est pas 3. Ouais. Non, mais il faut le voir comme ça. Mhm. Parce que c'est trop facile de tomber dans une espèce de moment sombre que c'est comme la fin du monde. Très honnêtement, des fois, je dis on va arrêter une semaine, puis c'est la fin du monde. Ouais. Là. Puis, mais je pense que faut accepter les blessures comme étant une partie de ton cheminement. Puis, je vois le sport un peu comme une PME. Puis t'as comme chaque département de ta PME. Fait que t'as les ressources humaines, le marketing, la comptabilité. Puis un athlète, c'est un peu ça. J'ai ma nutrition, j'ai mon sommeil, j'ai mon entraînement, j'ai de l'école, j'ai ma gestion de blessures, Puis faut toujours que tu t'assures, tu sais, toi, l'athlète, c'est comme le CEO, le dirigeant. Puis lui, sa job, sa job, c'est s'assurer que chaque département est optimisé. Est-ce que je mange bien? Ouais, OK. Est-ce que je dors bien? Parfait. Mais tu sais qu'il va avoir des blessures. Il va en avoir. Fait que quand il va en avoir, ben, comment je les gère? Moi, je trouve que c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Il faut le voir comme ça fait partie du cheminement. Il faut s'en attendre. Puis c'est surtout comment qu'on le gère. La meilleure façon de gérer du stress dans la vie, selon moi, c'est qu'est-ce que je peux faire de façon proactive pour essayer d'améliorer la situation. C'est exactement notre mission. C'est d'éduquer les jeunes à comprendre leur corps, comprendre les blessures qu'ils peuvent avoir pour justement, si ça arrive, ben on peut essayer de prévenir. Puis deuxièmement, si ça arrive, ben on est proactif puis on a déjà des outils un peu pour passer à la prochaine étape après. Soyons proactifs exactement dans ce qu'on peut faire, puis ça prendra le temps. Tu ne contrôles pas ça. Ça n'a rien de stresser sur des choses qu'on ne contrôle pas. Mais j'ai déjà vu des athlètes avoir un diagnostic, ça prend 10 mois de récupération, puis après 8 mois, il était correct. Comme j'ai déjà vu des athlètes avoir eu 4 semaines, puis finalement, ça a pris 8. Oui, c'est ça. Je veux dire, fais ton possible, mais accepte la blessure comme... Essaie d'en avoir le moins possible. Fait que ta gestion de blessure, c'est de la prévention beaucoup. Mais prends pour acquis qu'il va en avoir, puis comment je les gère. Ouais. Mais justement, tu sais, c'est sûr que tu étais l'agent de Laurent Duvernay-Tardif, puis on a la blessure qu'il y a eu, et directement après, c'est revenu en jeu, puis là, il a gagné un petit peu, il gagnait pas un petit peu, il a gagné le Super Bowl, ce qui est comme complètement un rêve, là. Mais est-ce que toi, tu as des histoires justement avec les athlètes que tu as qui sont quand même, qui donnent un peu d'espoir justement par rapport aux blessures et tout, outre le Laurent Duvernay-Tardif? Oh mon Dieu, espoir dans le sens qu'ils sont revenus plus tôt au jeu. Oui, ils sont revenus, puis finalement, ça ça retourner allait à pas... un haut niveau. Ça allait pas full atteint. Dans le fond, tu sais, si c'est ça pour la plupart des athlètes qui sont blessés, mais comme tant mieux, comme... Oui, moi, en général, les athlètes avec qui, tu sais, touche du bois, comme il y a eu des blessures, mais ils sont revenus forts, puis pas de séquelles, puis ils continuent, puis je pense que, tu sais, des fois, tu te blesses, tu vois ça comme étant la fin du monde. Mais tu sais, je parlais avec des athlètes régulièrement, puis des blessures vont arriver, puis je suis comme, bon, c'est quoi le plan de rehab? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça a été? Tu te sens-tu mieux qu'hier? Oui, je me sens mieux. Parfait, c'est bon. Il faut avoir un plan. Oui, il faut avoir un plan. Puis
oui, pour répondre à la question, comme des athlètes dans la NFL et les Canadiennes, des athlètes en vue qui voulaient aspirer vers l'universitaire, oui, ils ont eu des blessures, puis ils sont revenus plus forts, puis c'était comme chose du passé. Puis le moment que tu gères tes blessures, t'en apprends beaucoup sur toi-même. Mm-hmm. Ça te permet de te développer davantage. Tu me préviens mieux pour le futur aussi. Ouais. C'est un beau moment pour développer des nouveaux outils aussi. On parle beaucoup de visualisation, de justement la gestion plus psychologique des choses, etc. Fait que souvent, j'ai l'impression que les athlètes qui ont passé à travers un petit détour comme ça, ils reviennent carrément plus forts. Ben c'est sûr, parce que ça mature beaucoup aussi. Hein? Tu sais, fait que quand tu traverses une période de rehab, puis donne-toi des objectifs court terme. Fait que tu as une blessure qui va durer 10 mois de convalescence. Ben, voilà pas comme 10 mois, voilà comme cette semaine, qu'est-ce que je veux faire. Bon, parfait. Mm-hmm. Semaine prochaine, qu'est-ce que je veux faire. Puis si une combinaison d'une semaine à la fois, veux pas, ça passe vite après. Je suis déjà rendu à la semaine 16 de mon plan de 46, de 44 semaines. Ben, t'es rendu à peu près au tiers, là. Fait que c'est bon. Mm. Mm-hmm. Il y a... on parle beaucoup de spécialisation sportive précoce. Le fait que les jeunes vont s'entraîner beaucoup. C'est presque si les jeunes à 12 ans ont déjà un régime d'entraînement pour les Olympiens, là, si on veut. Puis on pense que le fait de faire ça, c'est ça qui va les amener aux Olympiques ou au collégial. Mais d'un point de vue médical, en tout cas, on sait que c'est pas ça qui va les rendre là. Mm-hmm. Puis une des raisons pourquoi il y a ça qu'on voit dans la société, puis on dirait que ça prend de plus en plus d'ampleur, moi en tout cas dans mes années de pratique, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, c'est beaucoup drivé par le côté monétaire. Mm-hmm. Tout est un peu drivé par l'argent, dans le fond, parce que on fait ça pour avoir une bourse, pour aller aux États-Unis. On a tous les sponsors qu'on voit aussi qui règlent les choses. On voit les salaires des joueurs professionnels, etc. Donc, c'est beaucoup l'argent qui gère un peu ces choses-là. Comment tu vois ça, ce système? Il me semble que c'est pas sain pour nos jeunes athlètes. Hein? Les réseaux sociaux n'aident pas non plus. Ah ouais, les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui, je pense, qui font le plus mal parce que les jeunes voient beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas toujours que c'est vrai. On perd la simplicité. Moi, je trouve que la meilleure formation d'un athlète à un bas âge, c'est faire plusieurs sports différents. Ils vont t'apprendre différentes habiletés qui vont t'aider dans ton cheminement. Oui, obtenir la bourse, c'est sûr qu'un parent voit le potentiel de leur enfant. L'enfant, il veut. Tu veux être capable de te le permettre pour ton enfant, fait que la bourse devient importante. Mm-hmm. Mais des fois, trop, c'est comme pas assez. Puis en anglais, l'expression, je sais pas comment le dire en français, mais less is more. Tu sais, je sais pas si aux Olympiques qu'on a vu le tireur turc. Avec la main dans la poche. Pas de lunettes. Mais tu sais, on en rit, ça fait le tour du monde. Mais il y a quand même quelque chose de fun puis de beau avec ça. Le gars, il est bon, pratique, il se casse pas la tête, il croit en ses capacités, puis on y va. Puis je pense que dans le sport, il y a beaucoup à apprendre de certaines anecdotes comme ça. C'est correct d'être en train, c'est correct d'avoir un bon plan, mais moi, je pense, je sais pas les études à l'appui nécessairement, mais des athlètes qui ont un bon environnement sain de développement, où ce qui s'amusent, où ce qui travaillent fort, d'après moi, ils vont réussir mieux, même en faisant moins d'heures, que ceux et celles qui en mettent beaucoup, Ouais. puis qui sont dans un environnement plus tendu, stressant. Mais tu es d'accord avec moi que on dit ça, puis je pense que la plupart des gens le savent dans le fond d'eux-mêmes, mais c'est pas facile parce qu'il y a tellement de pression. Puis quand je parle avec les parents d'athlètes, tout ça, justement, c'est « Ouais, mais si mon enfant fait pas le camp cet été de hockey, ben il pourra pas être dans l'équipe. S'il fait pas les 8 semaines intensives, alors que l'été, c'est fait pour comme reposer certains muscles puis travailler d'autres choses, justement. » Fait que la pression sociale est tellement intense. Exactement. Je sais, c'est que ça devient même pour un parent difficile de faire ça. Puis je pense qu'au Québec, malheureusement, on a trop tendance à se comparer à l'intérieur du Québec. Il faut ouvrir les horizons, il faut regarder ce qui se fait ailleurs, il faut voir. Je veux dire, je suis à 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Puis moi, je mets beaucoup le blâme sur, encore une fois, ce qu'on entend dire dans les arénas, autour d'un terrain de soccer, de foot, whatever, des parents qui se parlent, de pas toujours la bonne information. Le nombre de fois qu'on a des parents qui nous parlent dans le cadre de vaste recrutement universitaire, puis ils sont comme « Hey, j'ai entendu dire que c'est complètement faux, là. » Non, c'est pas ça du tout. Puis là,
tu montres la réponse avec la référence factuelle. Ah, OK, ben, c'est pas ça que j'avais entendu, tu sais. Et de juste jamais mettre... Tu devrais jamais dépendre... Un athlète devrait jamais dépendre du succès de l'équipe. C'est-à-dire, son succès ne devrait jamais dépendre du fait s'il fait une équipe ou non. Tu sais, de dire, si je fais pas le midget 3, OK, on s'en fout. T'es-tu un meilleur joueur de hockey aujourd'hui que tu l'étais hier? Oui? Parfait, t'es sur le bon chemin. Qu'un coach ou qu'une coach décide de te prendre ou pas, ça devrait pas être ça, le but. C'est comme quand je représente des joueurs de foot dans le but du repêchage, puis j'ai fait tout le même test, c'est quoi ton but? Je vais être repêché en tel ronde. Non, c'est mauvais, ça. Pourquoi? Ben, tu contrôles-tu quand est-ce que tu te fais repêcher? Non. Bon, mais c'est vraiment un objectif pourri. Parce que tu commences de donner un objectif sur quelque chose, tu contrôles absolument rien. Dans ton tour, un objectif plus sur hey, j'aimerais ça choisir la bonne équipe puis faire l'équipe. Tu sais, devenir meilleur, m'améliorer. Ouais, focus sur ce que tu contrôles. Puis je pense que le meilleur conseil, si je peux me permettre un conseil aux parents, c'est de pas se comparer puis de s'éduquer sur ce qui existe puis de regarder les meilleures options. Mais de comprendre que c'est pas facile de faire ça. C'est extrêmement parce que difficile. la pression est énorme autour de nous. C'est très difficile. Il faut être capable de... Des fois, c'est juste de moins écouter, c'est juste de faire vos affaires. Puis peut-être d'aller regarder, comme tu dis, des exemples autour. Puis, tu sais, on peut sortir des statistiques. Là, on pourra peut-être les mettre en note du podcast, mais les athlètes dans la NCAA, il y en a très peu qui se sont spécialisés en bas âge. La plupart, c'est des multisports jusqu'à 14-15 ans. Puis, donc, les gens qui se spécialisent trop tôt, ils vont pas très loin. Fait que ça, on a des chiffres pour ça. Ça peut déjà nous encourager. Puis, le nombre de blessures aussi associées à ça. Ça aussi, c'est important. Fait que je pense que, comme on dit, si on s'éduque là-dessus, puis on regarde d'autres modèles aussi qui sont allés loin, puis qui ont commencé à se spécialiser tard. Même Laurent, je pense qu'il nous avait dit à 14 ans qu'il a commencé à jouer au foot. Oui, il a commencé à 14 ans, puis il faisait de la voile, il jouait, je pense, pour le fun, là, il jouait au badminton, il a toujours été intéressé par d'autres sports, puis il s'est spécialisé au foot, mais même le foot, tu te spécialises, mais ça t'empêche pas de pratiquer d'autres sports pour le fun, là, puis t'amuser, tu sais. C'est ça, puis il y a plein d'exemples. Federer, Nadal, c'est des joueurs de soccer, en plus du tennis. Patrice Bernier, qu'on a eu aussi au podcast, qui faisait les hockey, Ligue junior majeure, plus le soccer. Fait que il y a vraiment beaucoup d'exemples sur lesquels on peut se baser pour s'encourager là-dedans. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est venant de toi complètement qui justement, VAS universitaire, accès... Recrutement, c'est compliqué, je sais. Tu peux juste dire VAS, c'est correct, c'est comme complètement, tu travailles là-dedans, c'est toi qui guides les jeunes, puis toi-même, tu le dis, tu sais, comme, il fait pas le midget, il aspire. Tu sais, comme, fait qu'on a l'idée, on a comme, je veux dire, un expert, comme dans le sens que, comme, OK, fait que tu fais le pas, puis que c'est intéressant aussi pour Dr. Renaud, dans le sens que c'est comme, regarde, t'es blessé en ce moment, mais comme, fais d'autres sports. L'amour aussi, peut-être retrouver l'amour de ton sport. C'était tout le temps la pression d'être tout le temps performé pour faire XXX. Tu fais juste bien performer, faire ton mieux. Puis, tu sais, après ça, si tu fais de ton mieux puis t'es bon, mais ultimement, tu vas être pris où est-ce que tu profite du temps que tu as moins de peut-être développer d'autres choses. Tu veux travailler certains aspects plus au niveau psychologique. Tu veux travailler certains aspects dans le gym. Tu veux améliorer, tu sais, ta nutrition, comme il y a des choses que tu peux faire quand tu as un peu plus de temps mort aussi, fait que ça peut être utile. Puis, mettons, j'avais une question, genre, mettons que tu es dans le cercle vicieux, là. Puis là, tu es un peu fermé, comme, tu écoutes le podcast, puis tu te dis, mais c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Genre, est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce que, justement, ils peuvent appeler VAS ou comme, tu sais, demander conseil, justement, OK, gars, c'est passé ça, je dirais que je le file pas. Est-ce que... Oui, il y a plein de ressources. Tu sais, même les athlètes élites, ils ont aussi dans leur région, ils ont des associations sportives qui peuvent t'aider. Il y a les entraîneurs, il y a nous autres, tu sais. Puis je pense des fois, les athlètes, c'est des gens, puis c'est pour ça qu'ils ont du succès, qui ont une tête dure, tu sais, qui foncent. Des fois, il faut être ouvert à écouter l'opinion externe, puis entendre des choses qu'on aime moins entendre, tu sais. Bon conseil. Mais justement, mettons, tu as mentionné les entraîneurs et tout, mais est-ce que dans cet esprit-là, les entraîneurs aussi, ils veulent forcer justement les jeunes à spécialiser et tout, non? Des fois, oui. C'est pour ça que dans ces cas-là, il faut que tu ailles voir les ressources externes, mais des fois, c'est aussi toi-même qui te l'impose.
Ouais. Tu sais, il y a des athlètes il y en a, on a parlé qu'il faut que tu travailles plus fort, il y en a d'autres qui travaillent trop fort. Il y en a d'autres qui sont comme un peu trop perfectionnistes. Il faut ralentir Ouais. un peu plus. Hein? C'est correct que, Ah, c'est ça. tu sais. Moi, on a reçu la semaine passée un chirurgien orthopédiste qui travaille aux États-Unis, en fait. Puis on a vraiment aimé faire comme la comparaison de la prise en charge. On a parlé de fracture de clavicule, par exemple, qui est une blessure fréquente au hockey, entre autres. Là. Puis on voulait, souvent quand on a des jeunes qui se blessent ici au Québec, ils aimeraient savoir une opinion d'un chirurgien aux États-Unis. Ou même, on voit les joueurs de hockey professionnels, mais quand ils ont une blessure, souvent, ils sont traités aux États-Unis. Puis une des choses qu'il nous a dit, c'est pour le choix du traitement, en tout cas aux États-Unis, ça dépend de l'agent. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi le rôle de l'agent dans la prise de décision sur les blessures ou le traitement? Dans la NFL, il y a ce qu'on appelle le droit à une deuxième opinion prévu par la convention collective. Fait que l'équipe va te diagnostiquer, puis le joueur peut exercer son droit à une deuxième opinion médicale. Et j'ai déjà fait la deuxième opinion aux États-Unis, comme j'ai déjà fait au Canada. Dépendamment. Okay. Et je pense, vous allez pouvoir me le dire plus que moi, mais je pense que l'approche américaine est beaucoup plus on opère. Agressif. Tu sais. On rentre puis on le corrige. Des fois, c'est pas toujours nécessaire. Des fois, ça peut être peut-être pire. Mais on sait pourquoi. Hein? Tout est drivé par l'argent. Puis eux autres, quand ils opèrent, ils font de l'argent. C'est ça. L'hôpital fait de l'argent, alors qu'ici, c'est le contraire. Bon. Fait que c'est de trouver un peu l'entre-deux. Mais je pense qu'il y a certaines blessures où est-ce que... Je pense que les Américains ils ont fait un très bon travail parce que les ligues sportives sont principalement là-bas aussi, où il y a des médecins qui ressortent du lot au niveau de réputationnel devant certaines blessures. T'sais, fait que tu sais que un Dr. James Andrews aux États-Unis, il est très connu, qu'un expert du genou puis du coude. Ben, si tu as une blessure au genou, Dr. Andrews, ben, psychologiquement, tu te dis. J'ai pris le meilleur. Ouais. Tu sais, pour le pied, cheville, Dr. Anderson, qui est très, très bon, qui est reconnu. Je pense qu'au Canada, on est moins bon à se mettre en valeur à ce niveau-là comme ça parce que on a moins souvent on a moins l'attention sportive ici. Tu sais, fait au Québec, on les connaît, là, les bons chirurgiens, Dr. No, Dr. Non, mais tu sais, il y en a quelques-uns qui ressortent du lot, comme on entend parler les noms, mais je pense que juste les médias, aux États-Unis, quand les joueurs se faisaient opérer, même à ce jour, ils vont nommer le médecin. Mais c'est une business, hein? C'est une business. Ça vient toujours autour de ça. Mais quand ESPN dit qu'un joueur vedette s'est fait opérer par Dr. James Andrews, puis que t'entends la semaine d'après, un autre joueur est allé voir Dr. Andrews, c'est quelque chose... Mais là, à un moment donné, tu fais comme, OK, mais je pense qu'il est bon, lui. Si tous les joueurs vont le voir. Puis je pense que, tu sais, au Québec, même au Canada, quand les joueurs de hockey se blessent, ben, on pourrait en parler plus. C'est qui les médecins qui voient, tu sais, puis c'est qui traite. Puis je pense que ça amènerait aussi peut-être un effet inverse. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, allez écouter ce podcast-là avec le Dr. Hébert Davies. C'est vraiment intéressant d'avoir son point de vue là, sur la qualité des soins Moi, je trouvais ça intéressant. Tu sais, mettons, faire du pouce un peu là-dessus, tu sais, puis Dr. No, en fait, on était dans une conférence, justement, ensemble là-dessus, puis tu sais, c'était complètement ça. Mais c'est juste des mentalités qui sont différentes, tu sais, comme, sous toute réserve, là, je veux dire, j'ai pas l'expertise et tout, mais c'est de se dire, on avait entendu, justement, une histoire chirurgienne de la colonne qui parlait, je pense qu'elle pratiquait en Californie. En tout cas, c'était une chirurgienne vraiment reconnue, puis elle expliquait cette histoire-là, tu sais, les vedettes sont allées toutes se faire opérer là, mais... c'est pas à cause que le nom est bon que justement la chirurgienne est comme... Fait que ça, c'est intéressant, c'est des mentalités qui sont différentes, tu sais. Puis après ça, c'est la chirurgienne qui donnait la conférence, qui est réopérée, puis qui nous a présenté ça à la conférence, puis qui disait... C'est comme une certaine... quand c'est pas dans le milieu, tu comprends pas trop, fait que tu prends les noms qui sont Mais en même intéressants. temps, tu sais, l'aspect psychologique est très important. Fait que si tu vas être confortable avec ta décision, le fait d'avoir voir le meilleur, c'est sûr que c'est rassurant, puis tout ça. Bien, je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question. C'est vraiment plus clair, je pense, le rôle d'un agent, le rôle de VAS, etc. Pour terminer, est-ce que tu aurais comme un dernier conseil à donner? Parce que c'est certain que c'est pas tous les jeunes qui peuvent avoir accès à VAS, par exemple, ne serait-ce que pour plein de raisons. Est-ce que tu as des conseils pour terminer? Je pense que c'est juste
monte un plan et vois chacune des facettes de ton développement comme étant des départements. Puis comment tu peux maximiser ces départements-là. Puis oui, avoir du fun, puis relaxer, le repos. Beaucoup d'athlètes qui parlent de ça d'ailleurs, le repos, c'est une forme d'entraînement Le pour sommeil, eux. ouais. Tu sais, des journées off, ça fait Ouais. partie de leur rigueur d'entraînement. Puis de voir comment on peut maximiser, c'est impressionnant de voir à quel point on contrôle plus qu'on pense. Ouais. Et quand les athlètes comprennent ça, ben, c'est plus rassurant, c'est moins stressant. Tu te fais un plan, tu le suis, un plan que tu peux suivre. Mhm. Puis si tu fais chaque chose bien comme ça, ben, les chances de succès deviennent beaucoup plus grandes. Sur ce, merci de tes sages paroles. Ouais, un grand merci, Ben non, merci à vous d'être deux. venu nous parler au Sideline. Merci de me recevoir, c'était un plaisir. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du Sideline. Si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage vivement à liker, le partager, juste interagir parce que ça nous aide beaucoup. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les écrire en commentaire et qui sait, peut-être que ça fera l'objet d'un futur podcast éventuellement.